Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Margot Hamann au micro de Nouvelle Conscience. Margot Hamann se définit comme une source d'inspiration et d'activation. En 2015, Margot quitte son travail et sa vie parisienne et décide de partir voyager seule avec son sac à dos en Amérique latine. Son exploration du monde se transforme progressivement en une quête intérieure, loin des guides de voyage et des sentiers touristiques. Pendant 3 ans, Margot se questionne et écrit beaucoup. Au départ, pour elle, puis sur les réseaux sociaux. Des enseignements qui nourrissent aujourd'hui les programmes qu'elle propose, en groupe ou seule, via des séjours introspectifs, conférences, ateliers et séances de coaching. Je suis heureuse d'accueillir Margot Hamann dans un échange sur l'éveil des possibles, l'importance de l'intention dans l'action. Par ailleurs, après réflexion et vous avoir consulté sur Instagram, j'ai décidé de diviser l'épisode de Margot Hamann en 2. Je publierai donc la première partie de l'épisode cette semaine et la suivante jeudi prochain. J'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera des clés de lecture sur votre propre fonctionnement et vous donnera envie d'y croire dans vos projets, dans vos rêves et dans votre capacité à agir et à créer ensemble une nouvelle conscience. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Margot. Bonjour Manon. Comment ça va aujourd'hui ? Hyper bien. Je suis dans une merveilleuse énergie. Je suis ravie de te retrouver pour ce podcast et j'ai hâte de voir où il va nous mener. Eh bien oui, c'est toujours un petit peu l'aventure. Hein. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas trop comment les questions vont évoluer, se suivre. Donc c'est ça qui est chouette aussi, le mystère un petit peu de l'interview. Je vais commencer par une question qui peut-être va te surprendre, mais que tu poses beaucoup dans les interviews que tu proposes. C'est la question des valeurs. Donc j'aimerais savoir quelles sont tes valeurs, les grandes valeurs qui te guident dans la vie. Très bien, donc merci de me retourner ma propre question. Oui, mes valeurs, en fait, j'en ai plein et j'en ai un socle de base. Moi, je considère que les valeurs, quand elles sont définies et claires, c'est le socle sur lequel on peut construire, tu vois. Et c'est finalement ce qui donne les contours, ce qui esquisse les contours de ce qu'on va créer et façonner pour soi-même. Et les valeurs, je les vois aussi comme je suis très visuelle, j'imagine qu'on aura le temps de s'en rendre compte dans ce podcast, je suis très métaphorique du coup. J'aime beaucoup aussi quand j'ai plusieurs projets qui me sont proposés ou j'ai un choix entre plusieurs actions ou réponses à donner à la vie, et ben je passe ça au filtre de mes valeurs et donc je les imagine, c'est presque comme des petits vigiles à l'entrée qui vont dire non, ce projet-là il est pas en alignement, il est pas ok, il va pas me permettre de faire exister ces valeurs, mes valeurs fortes de manière plus belle encore pour moi, donc non, toi ça va pas être possible ce soir, tu n'es pas en alignement avec tes valeurs. Et donc pour moi une de mes valeurs fortes c'est le courage, l'audace, et ça passe par systématiquement se demander ok, que ferait le courage ou que ferait la version la plus courageuse de moi, là, maintenant, parce qu'une vie vécue sous l'angle du courage, ça a forcément une saveur différente d'une vie vécue sous l'angle de la lâcheté ou du confort ou de la flemme. Donc le courage, c'est très important pour moi. Ce que j'appelle le self-leadership, j'aime beaucoup employer cette expression qui nous vient de l'anglais, qui se traduirait en peut-être leadership personnel ou puissance personnelle. Pour moi, c'est vraiment important aussi d'être dédié à ça et à le rencontrer toujours plus, à le faire grandir toujours plus. Donc vraiment, ma souveraineté personnelle. Une autre valeur importante à mes yeux et à mon cœur, c'est la contribution.
j'ai vraiment réalisé à quel point c'est nourrissant et précieux pour moi de contribuer. Donc en fait, je me demande aussi souvent, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça m'est utile à moi et est-ce que ça peut être utile à d'autres? Et c'est très chouette aussi d'avancer dans la vie, à chaque fois en se demandant, ok, est-ce que l'acte que je pose là va m'être utile à moi, va être utile à mon entourage proche et potentiellement il va avoir un impact et un rayonnement plus grand que moi. Donc ça, la contribution, j'ai aussi envie de te répondre l'expansion, la croissance. J'ai sans cesse envie de... J'adore apprendre, j'adore me développer, j'adore repousser mes limites, j'adore voilà, être en pleine expansion et c'est très précieux, c'est très important pour moi. Et le tout doit être aussi teinté d'enthousiasme. La joie, l'enthousiasme, l'excitation, c'est une valeur importante aussi pour moi. Avec bien sûr, donc ça c'est le socle principal et à côté de ça, bien sûr, tu mettrais la bienveillance, la créativité et plein d'autres qui sont devenus des prérequis, des évidences. Mais ceux qui guident mes choix en ce moment, c'est ce que je viens de te signifier. D'accord. Et comment ces valeurs se sont construites? Est-ce que elles t'ont toujours guidée ou est-ce que parfois elles peuvent évoluer en fonction des moments de la vie? Voilà, où tes vigiles sont là depuis des années. Enfin, voilà, comment elles se sont construites ces valeurs? Bah déjà, c'est récent, hein, c'est plusieurs années en arrière seulement qu'il y a cette conscience de quelles sont mes valeurs, comment je les fais exister, comment est-ce que je m'assure que les choix que je pose euh, me permettent d'être en alignement avec ces valeurs. Donc c'est très récent. Je pense qu'avant, ça me guidait, mais de manière inconsciente. Le courage et le self-leadership, en fait, ça a toujours fait partie de moi et c'est d'autant plus présent que je mets de la conscience dessus maintenant et que je choisis vraiment de créer une vie autour de ça. Le courage, il a encore plus existé au moment où j'ai tout envoyé balader de ma première partie de vie, où je travaillais dans un très grand groupe de luxe à Paris, où j'étais sur une espèce de voie toute tracée, et quand j'ai choisi de tout envoyer bouler, pour ceux qui ne me connaissent pas, et de voyager pendant 3 ans. Donc ça a été 3 ans vécus sous l'angle de l'intuition et du courage, uniquement. Et c'est les 3 années les plus expansives, pour reprendre mon autre valeur de croissance et d'expansion. Je pense que c'est parmi les années les plus expansives de ma vie, finalement. Donc c'est à ce moment-là vraiment que c'est devenu un choix conscient de toujours choisir la décision qui demande le plus de courage. Toujours choisir la voie qui demande le plus de courage, qui va le plus me faire sortir de ma zone d'habitude. Et, et bien sûr qu'elles peuvent évoluer, c'est-à-dire que tu peux aussi par moment te rendre compte que tu as délaissé un peu une de tes valeurs. Et donc là, dans ce genre de cas, dans ce genre de contexte, c'est important de la remettre au centre et de se dire, ok, comment dans les prochains mois, je la fais exister davantage. Et elles peuvent aussi évoluer dans le sens où de nouvelles peuvent apparaître et certaines sont tellement devenues, comme je le disais, des évidences, tu les incarnes, qui tu es devenu les incarne tellement naturellement que qu'elles ont même plus besoin d'être au premier plan et c'est plus elles qui forcément te guident, mais elles viennent teinter tout ce que tu fais malgré tout, tellement elles font partie de toi. D'accord. Donc toi notamment, donc cette valeur de courage et comme tu disais, sortir de ta zone d'habitude, en fait ça te pousse à agir plutôt que ça ne te réfrène, d'après ce que j'ai compris. Enfin, donc c'est un moteur. Oui, complètement, complètement, parce que tu vois, il y a la notion de vigile, donc qui va m'aider à, par exemple, entre 3 projets qu'on pourrait me proposer, à se dire, bon, alors lequel va me permettre et d'être dans l'enthousiasme, lequel va me permettre de contribuer au-delà de moi, lequel va me permettre d'apprendre le plus et de grandir le plus, tu vois, donc hop, et donc ça peut me permettre de choisir entre diverses propositions qui viendraient à moi. Et moi, quand je vais au monde, c'est vraiment de se dire, ok, la version la plus courageuse de moi aujourd'hui, elle ferait quoi? Tu vois, donc bien sûr que ça guide et que ça tire vers l'avant finalement. Et tu sais, j'ai écrit un texte récemment,
Parce que la façon dont je fonctionne, moi, c'est que j'écris pas du contenu pour écrire du contenu, pour vendre, ou un petit peu l'école marketing que l'on voit, où tu sais, on peut t'apprendre à créer du contenu de la bonne manière, de la bonne façon, pour toucher ton client, etc. Moi, j'écris mes textes dans mes journaux, dans mes carnets intimes, pour moi, et certains finissent sur Internet. D'accord. Justement parce que c'est pour moi et plus grand que moi, comme je disais. Et c'est du courage aussi de parfois partager des choses qui sont vraiment plus... C'est mes propres processus personnels. Et récemment, j'en ai écrit un où je remerciais la Margot que j'ai été, et que je la remerciais pour le courage dont elle avait fait preuve. Parce que c'est le courage dont elle a fait preuve qui m'assure le confort, l'alignement, l'abondance que je vis aujourd'hui. Oui. Et c'est aussi le courage dont je vais faire preuve aujourd'hui qui assure un futur incroyable à la suivante, celle qui arrive. Et donc c'est chouette aussi cette sensation de... Je crée ma vie, le futur que je vais offrir à celle qui arrive, demain, après-demain, dans 5 ans, la Margot que je serai, sera d'autant plus cool si dans le présent, je façonne ce futur selon ces valeurs-là. Oui, je vois. Ouais, tu es vraiment dans une continuité. Enfin, voilà, mes actions présentes voilà, vont donner une autre direction à mon moi futur, finalement. Exactement, ouais. Ouais. Du coup, ce texte qui m'a réveillée en pleine nuit, et je suis montée, j'ai écrit furieusement des pages et des pages, et puis après je l'ai publié une semaine plus tard, enfin au début, une semaine plus tard, si tu veux, il y a tellement d'émotions parce que j'ai vraiment senti les Margot que j'avais été et la Margot que je serais et celle que j'étais aujourd'hui, et ça a été très très puissant, et ça permet aussi de se dire, j'espère que ça peut être utile à ceux qui nous écoutent, de se dire en fait on n'est jamais seul, tu vois, parce qu'on a toujours la possibilité de retourner s'appuyer sur la personne qu'on a été, qui a dans des moments charnières, après des décisions clés qui ont le pouvoir de tout changer. Et puis on a la possibilité de se connecter à celle du futur et de leur dire, comme je disais dans mon texte, merci à celle qui a été, et à celle qui arrive, j'ai envie de dire, prépare-toi. Parce que dans le présent, je suis survoltée, je suis prête à créer un futur dont tu seras fière et dans lequel tu n'auras à te soucier de rien et tes proches non plus. C'est très très fort. Et comment tu fais le lien justement entre ta part de jeu et puis donc, tu publies, tu offres ça au monde et à celles et ceux qui te suivent. Et justement, comment tu passes de toi, ton chemin, à, en fait, à la livraison, à la proposition à ceux qui te suivent et à ce que tu as. Je sais que ça revient parfois le rôle de mentor dans tes écrits, mais est-ce que pour toi c'est une position confortable ou c'est difficile parfois justement d'être un peu entre ces deux mondes, l'intériorité que tu cultives et puis en même temps proposer au monde en fait ce qui est à l'intérieur de toi? Écoute, comment je le fais? Je ne sais pas, je le fais. Je me souviens de mes tout premiers écrits, et d'ailleurs là il m'en a fallu du courage, mon tout premier texte que j'ai décidé de publier sur un groupe de voyageurs pendant que j'étais en tour du monde à l'époque, parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais profondément guidée vers ça. Il y avait des signes en rafale, mais jusqu'à 10 par jour, qui me poussaient vers le fait de publier un livre ou des écrits ou quelque chose. Et donc il y avait cette envie très forte, et ça m'intimidait, mais on le dirait pas aujourd'hui, mais je me revois très bien publier ce premier texte et me déconnecter, mettre l'ordinateur loin et aller me coucher et être en panique le lendemain matin à l'idée d'aller voir, parce que c'est vrai, c'est moi. Mais si tu veux, ça fait 5 ans maintenant que j'écris des choses comme ça sur Internet. Il y a eu des phases où je me suis perdue et j'ai peut-être plus essayé de créer du contenu, etc. Et j'étais moins dans ce partage de je parle de moi en espérant que ça vous parle de vous, qui est un peu ma phrase, mon angle éditorial, on va dire, ma ligne éditoriale à moi. Donc j'ai testé plein de choses. Mais en gros, je me suis progressivement libérée grâce à ce parcours-là de la peur du regard des autres. C'est-à-dire que maintenant que j'ai 100 commentaires qui m'encensent sous un texte ou qui encensent ce que je transmets et qui me partagent ce que ça touche chez le lecteur, ou que j'ai des commentaires négatifs, ça m'est égal.
j'ai appris à me détacher des deux. Bien sûr que c'est extrêmement précieux comme carburant d'avoir ce privilège de savoir que ça touche quelqu'un. C'est extraordinaire. Mais j'ai réussi à créer, je n'ai plus d'attachement, je n'ai plus besoin de ça. C'est chouette si ça arrive, et je publie pour moi avec cette conviction, ce désir de croire que au moins une personne sera peut-être impactée, et je me répète depuis le début, et en fait c'est vraiment de l'abondance de penser ça, de se dire si une personne est touchée par ce que j'écris et que ça impacte significativement une personne, même si elle m'écrit pas pour me le dire, j'ai tout gagné. Ce qui veut dire que dès la deuxième personne qui est impactée, dès le deuxième like, même si je n'accorde pas d'importance au like, ou dès le deuxième commentaire, ou dès la deuxième personne qui est peut-être impactée et qui me le fera jamais savoir, je suis dans l'abondance. Je suis déjà au-delà de ce que j'ai souhaité sincèrement, et voilà. Donc c'est grâce à ces choses-là, à ces perspectives-là, à ces façons-là de voir les choses que j'arrive à partager même des choses qui des fois n'ont peut-être pas l'air pour les gens, hein, mais qui sont intimes pour moi, ou qui ont représenté beaucoup au moment où je les ai écrites dans mon cahier. D'accord. Donc, oui, je vois. Donc, l'abondance, j'ai l'impression que c'est une notion qui t'accompagne et qui te permet de recevoir aussi. On en parlait un peu hors antenne. Comment tu perçois en fait cet échange parfois invisible en fait, puisque ben, tu vas pas savoir qui est derrière et qui a reçu, mais quand tu donnes, est-ce que tu penses que tu vas recevoir de façon intuitive ou de façon naturelle? Enfin, est-ce que tu penses que en fonction de l'intention qu'on a, voilà, justement, de se positionner pour offrir au monde qui on est, on va recevoir en retour. Ouais, comment tu te positionnes par rapport à cet Par rapport à échange? tout ça. Ouais. Eh ben écoute, c'est une excellente question, merci. Je crois que tu vois, je l'ai fait intuitivement depuis le début, et aujourd'hui je commence à mettre du sens sur ce que la Margot que j'ai été quand j'ai commencé, sur ce qu'elle a fait, et j'ai beaucoup de respect et de tendresse pour elle. Parce qu'en fait, si au moins une personne est impactée, j'ai tout gagné, mais il y a tellement d'abondance dans cette phrase, et il y a tellement de... Alors au début, j'arrivais peut-être pas à vraiment le faire, mais dans l'idée, dans la proposition, il y a beaucoup de non-attachement au résultat, Oui. tu vois. Oui. Et si je voulais vraiment, je réfléchis en live avec toi, si je voulais vraiment être dans le 100% non-attachement, la phrase, ce serait « Si ce texte m'a transformé, moi, j'ai déjà tout gagné. » Et Ouais. puis si en plus il y en a une derrière qui est impactée, tant mieux. Et donc il y a vachement de non-attachement au résultat et juste de sincérité dans la posture finalement. Et donner et recevoir, ça va ensemble. Le monde entier commence à mieux comprendre ça aussi. Donner et recevoir, ça va ensemble. C'est un espèce de cycle et énergétique, tu vois, qu'il faut pas interrompre, il faut pas empêcher de recevoir, s'empêcher de recevoir, et il faut pas s'empêcher de donner, parce qu'en s'empêchant de donner, on s'empêche de recevoir, etc. C'est un cycle. Mais par contre, la brique que j'aimerais amener là aujourd'hui, Manon, c'est donner et recevoir dans la matière, c'est pas lié. C'est-à-dire, c'est pas parce que je te donne à toi que je dois recevoir de toi dans les mêmes proportions. Si j'attends de recevoir de toi dans les mêmes proportions, je bloque tout. Parce que des fois, on donne de son temps, de son énergie, de son capital à quelqu'un, depuis le cœur, on le fait là, mais on reçoit d'une autre personne, d'une autre ville, d'un autre lieu, des semaines et des mois après. Mais si on est dans l'attente de recevoir exactement de la personne à qui on a donné, on bloque ce truc-là. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que donner et recevoir dans la matière, c'est pas lié. Souvent on veut que ce soit lié et on bloque le processus, mais c'est pas lié. Par contre, donner et recevoir dans l'énergie, c'est lié. Tu vois? Et moi, je peux donner. Je suis limitée par mes deux bras, je suis limitée par mes possibilités à moi. Je peux pas donner à 1 million de personnes en même temps. En revanche, tu peux recevoir de beaucoup plus de personnes que le nombre de personnes à qui tu donnes. Tu suis? Et ce qui est important aussi, c'est de voir
Où est-ce qu'on bloque le processus? Est-ce que je suis une donneuse? Est-ce que l'on est un donneur pur? Est-ce qu'on donne pour le bonheur de donner sans attendre en retour, en étant détaché justement du résultat? Ou est-ce qu'on donne en espérant recevoir en retour? Ou est-ce qu'on donne pour être validé? Ou est-ce qu'on, tu vois, est-ce que je donne vraiment de manière pure? Est-ce que je suis une bonne donneuse? Énergétiquement, ça change tout de donner pour le plaisir de donner sans rien attendre par rapport à donner en espérant que ça nous rapporte quelque chose. Tu sens la différence? Oui, totalement. Et la même question se pose sur est-ce que je suis une bonne receveuse? Est-ce que je suis quelqu'un à qui il est agréable de donner? Ça a été hyper puissant pour moi de comprendre ça et de voir toutes les fois où, par exemple, on veut m'inviter pour un café ou une copine paye un restaurant, etc. Le nombre de fois où avant je disais mais non, ça va pas, on va partager, etc. Tu vois? Et en fait, ça a l'air anodin ça, mais c'est des manières de bloquer ce flux d'abondance qui veut nous arriver. Et on est très souvent des très mauvais receveurs. On reçoit même pas un compliment, tu vois? Donc, grandissons dans notre qualité de don, dans la qualité de notre posture de donneur, et grandissons aussi dans la qualité de notre posture de receveur. Et décorrélons dans la matière le donner du recevoir et le recevoir du donner. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ah oui, c'est très puissant et je pense que tu touches du doigt deux aspects très importants selon moi. Enfin, je pense que c'est profondément naturel, mais qu'on ne nous apprend pas à être dans cette posture-là et de l'entendre à nouveau et de façon aussi claire. Merci aussi pour ta clarté. Je trouve que c'est très fort et en tout cas en sens, riche de sens. Et donc, merci beaucoup pour ça, Margot. Et tu sais, ce qui est vachement intéressant de réaliser, c'est qu'il y a des choses dans nos vies, on n'a pas l'impression que c'est connecté, en fait, si. Par exemple, une incapacité à recevoir un compliment. Tu sais, tu dis ah t'es rayonnante aujourd'hui, et puis toi tu vas répondre ah bah non tu rigoles, j'ai les cheveux gras. Juste droit dans le sol, le cœur grand ouvert reçoit ce compliment, franchement. Mais cette incapacité à recevoir, donc ne serait-ce qu'un compliment ou un café que quelqu'un va nous inviter parce qu'on a appris que non, non, il faut diviser, il faut pas ça. Ça n'a pas l'air lié, mais bien sûr que c'est lié à est-ce que je reçois l'abondance financière qui vient de clients, par exemple, qui souscrivent à mes programmes. Non, c'est les mêmes portes. C'est les mêmes portes qui sont rouillées et où j'ai une difficulté à recevoir. Et donc en soignant ma difficulté à recevoir et en décidant, ok, pour les compliments, puis pour les petites sommes, puis pour les grandes, puis pour les grandes déclarations d'amitié ou d'amour que l'on a envie de me donner et que je peux bloquer. Hein. Moi, je vois encore les zones sur lesquelles j'ai du mal à recevoir tout ce qui veut m'être donné. En s'attelant à devenir un meilleur receveur, même sur les petites choses, on est en train de travailler notre capacité à recevoir, même sur les grandes. Tu vois, parce que des fois, il y a des gens ou des clients qui comprennent pas. Je comprends pas, j'arrive pas, je fais pas ce chiffre d'affaires, ou je fais pas ceci, ou j'arrive pas à générer les clients que j'ai envie de générer alors que j'ai tant à donner. Oui, tu as tant à donner, mais est-ce que tu sais recevoir? Ouais. Est-ce que tu es une bonne receveuse? Mais c'est très subtil, je pense, parce que, voilà, quand je parlais de posture, selon toi, pourquoi c'est plus facile de donner que de recevoir? Est-ce que c'est une question d'éducation, de système qui nous a mis dans ces conditionnements-là? Oui, pourquoi on va couper le robinet plutôt du côté de la réception? Alors, très très bonne question. Je pense, bon, déjà, la façon dont moi je m'exprime parle de moi. Hein. Dans ma vie, c'était plus facile de donner que de recevoir. Il y a des personnes qui sont câblées à l'inverse. Mais c'est vrai que, notamment, ça peut être très féminin, cette capacité à donner, donner, donner beaucoup et à avoir du mal à recevoir. Et tu as raison, tout se joue dans l'éducation et on peut avoir les meilleurs parents du monde, très très bien intentionnés. Il y a toujours des failles et on code beaucoup quand on est enfant. Que on reçoit quand on a coché une série de cases et de critères qui a été définie par donc le système parental en présence, c'est-à-dire et le système pédagogique scolaire en présence.
on a le droit de faire cette soirée pyjama si on a fait tous nos devoirs. Oui. Tu vois. Et donc, on n'est pas inconditionnellement aimé. En fait, si, on est aimé de manière inconditionnelle, a priori par nos parents. En revanche, on reçoit de manière conditionnelle. Oui. Quand on a été sage, quand on a fait ceci, quand la chambre elle est bien rangée, quand... Tu vois. Et ça parle aussi de la gestion émotionnelle de nos parents aussi à l'époque et tout. Mais donc beaucoup, on sort de l'enfance en ayant codé pour recevoir, je dois avoir mérité. Mhm. Oui. Tu vois. Bah, je mérite pas ce compliment si aujourd'hui j'ai les cheveux gras, ne serait-ce que par exemple. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui se mêlent et on peut pas répondre à ça en 3 minutes, mais ça parle d'estime de soi, ça parle de où on en est en termes d'estime personnelle, ça parle de la valeur que l'on se donne, ça parle de plein de choses. Mais beaucoup, on code dans l'enfance que l'on doit avoir mérité pour recevoir. Oui. Et ensuite, à l'âge adulte, donc tu vois, on commence à, comme moi par exemple, à recoder ça, disant non, je mérite juste parce que je suis, on mérite tous juste parce qu'on est, une absolue abondance, une absolue joie, un absolu enthousiasme, et c'est notre responsabilité de voir où sont les zones, quelles sont les croyances, quels sont les trucs qui encrassent le processus, qui me sont personnels, et de nettoyer ça. Oui. Donc, d'après ce que je comprends, c'est important d'être au clair avec son intention pour, pour justement faire en fait, oui, attirer à nous oui, ce qu'on souhaite et ce qu'on est prêt voilà, aussi à recevoir tout simplement. Enfin, l'intention joue pour toi un rôle important aussi dans l'action, dans l'avancée du chemin de la vie. Oui, bien sûr, Manon, parce que l'intention, c'est la citation que j'adore pour parler d'intention, c'est Sénèque qui disait il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc si tu sais pas où tu vas, ton bateau il va avancer au gré du vent et de la façon dont le vent va s'engouffrer dans sa voile, exactement comme il est positionné, etc. Et tu avanceras plus vite, plus loin si tu sais dans quelle direction tu veux aller et que tu prends les vents, tu t'arranges pour prendre les vents de la bonne manière pour être propulsé plus vite là où tu as prévu d'aller. Donc oui, c'est important d'être intentionnel dans la vie et de savoir ce qu'on veut réaliser pour soi-même, idéalement pour le monde, via soi. Donc c'est important d'avoir une destination, d'avoir une direction. Et c'est important aussi d'être intentionnel dans le présent. Dans le présent, donc intentionnel pour le futur, ça veut dire savoir vers où je mène ma barque, où est-ce que j'ai envie d'atterrir. Intentionnel dans le présent, ça veut dire comment est-ce que je peux m'assurer d'être le plus présent justement à l'instant présent. Et l'intentionnalité, ça change tout aussi parce que c'est cette capacité à créer son futur dans l'instant, là, présent. Et la question que j'aime me poser, c'est, il y a plusieurs façons de la formuler, mais j'aime souvent me demander, ok, de quelle manière est-ce que j'aimerais me souvenir de ce podcast ? De quelle manière j'aimerais me souvenir de cette dispute-là qui s'annonce, ou de ce sujet un peu tendu qu'il peut y avoir, par exemple, dans une relation. De quelle manière j'ai envie de me souvenir de ce restaurant ? De quelle manière j'ai envie de me souvenir de mon live, voilà. Parce qu'en fait, en se posant cette question-là, c'est hyper puissant parce que ça nous demande d'être intentionnel. Si j'ai envie de m'en souvenir comme la conversation qui aura marqué un avant et un après, par exemple, dans mon couple ou dans cette relation amicale, parce que tous les deux, on aura réussi à créer un contexte extraordinaire pour que chacun soit entendu et pour que ce qui aurait pu être une dispute catastrophique marque en fait le début, au contraire, d'un niveau de complicité en plus. Bah, si j'ai décidé que c'est cette saveur-là que je veux donner à cette conversation, parce que c'est de cette manière-là que je veux m'en souvenir, ah bah tout de suite, ça me connecte à des ressources à l'intérieur de moi qui sont profondément différentes de celles que j'aurais dégainées si j'étais allée à cette conversation en me disant bah, on verra bien où ça va me mener. Oui. Donc c'est important de savoir dans l'avenir je veux atterrir où
et qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'assure que je vais pas manquer ma cible. Oui, ça incite à la pleine responsabilité, la pleine souveraineté de soi-même et voilà, enfin être dans son assise et alors que parfois on a tendance plutôt à reporter la faute sur des phénomènes extérieurs. Et là, je trouve que c'est aussi un message important de montrer la pleine possession de nos moyens, de nos capacités d'action et d'attitude aussi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.